Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, à la fois juridique, politique et profondément humain, relancé par la circulaire du 2 mai 2025, signée par Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. La nationalité française se mérite-t-elle? Et jusqu'où l'État peut-il aller dans sa sélection des futurs citoyens? La phrase de Bruno Retailleau est sans ambiguïté. Devenir français, ça doit se mériter, et on doit être très très exigeant. Ce positionnement traduit une vision sélective, voire élitiste de la naturalisation. Pour accéder à la nationalité, il ne suffirait plus de résider, de travailler ou de respecter la loi. Il faudrait démontrer qu'on est digne de devenir français. Mais cette approche, politiquement séduisante, soulève une série de questions tant juridiques qu'éthiques. Commençons par un rappel juridique. En France, la naturalisation est l'un des moyens par lequel une personne étrangère peut devenir française. Ce n'est ni automatique ni contractuel. Il s'agit d'une décision de l'État prévue par l'article 21-15 du Code civil. C'est une décision discrétionnaire, certes, mais encadrée. Le Code civil n'accorde pas à l'État un droit absolu de refuser ou d'accorder la nationalité selon des critères subjectifs. Le droit encadre ce pouvoir sur plusieurs points. Tout d'abord, l'État doit respecter l'égalité, ce qui interdit les discriminations fondées sur l'origine, le sexe ou encore la religion. Il doit motiver ses refus de manière objective. Et enfin, les critères doivent être clairs, prévisibles et proportionnés. Le Conseil d'État et les juridictions administratives rappellent régulièrement que la sélection doit rester non discriminatoire et transparente. La déclaration de Bruno Retailleau introduit une idée forte. La nationalité française doit se mériter. Mais que recouvre exactement ce mérite? Est-ce avoir un emploi stable, parler un français soutenu, ou encore participer à la vie associative ou simplement respecter les règles? La difficulté est que ce mérite est subjectif et interprétable à l'infini. Et cette subjectivité ouvre la porte à des évaluations très inégales selon les préfets, les dossiers ou même les agents qui instruisent les demandes. Prenons un exemple. Une femme ayant élevé seule ses enfants tous de nationalité française, ayant également des frères et sœurs français. Sans emploi stable, mais parfaitement insérée dans sa commune et investie dans l'école de ses enfants. Mérite-t-elle moins la nationalité qu'un cadre supérieur, maîtrisant le français académique, mais isolé socialement? Dans un autre cas, une femme réfugiée, investie dans une association locale, parlant bien français mais sans diplôme reconnu, a été jugée insuffisamment intégrée culturellement. En réalité, la notion de mérite varie d'un dossier à l'autre, et c'est cela qui peut poser problème. La circulaire de 2025 insiste sur la moralité, l'intégration culturelle, la maîtrise de la langue et l'attachement aux valeurs de la République. Des critères légitimes, mais souvent évalués de manière subjective lors d'un simple entretien. Pourtant, l'enjeu ici, c'est l'invisibilité de certains engagements et l'exclusion de profils dits atypiques, mais profondément investis dans la vie française. L'État a un rôle à jouer dans le processus de naturalisation. Il est normal que la naturalisation ne soit pas une simple formalité. Il est légitime même qu'il cherche à protéger la cohésion nationale et à garantir que les personnes qui souhaitent devenir françaises adhèrent aux valeurs fondamentales, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité ou encore la laïcité.
Mais jusqu'où aller? Peut-on refuser une naturalisation à cause d'une période de chômage? Ou peut-on évaluer la sincérité d'un engagement républicain sur la base d'un entretien de 30 minutes? À partir de quand l'exigence devient exclusion? Et surtout, à partir de quand l'arbitraire prend le dessus sur le droit? Il existe ici un risque évident, celui d'une citoyenneté conditionnelle, réservée au profil parfait et inaccessible à ceux qui pourtant vivent et participent pleinement à la vie française depuis de nombreuses années. Alors que faire? Faut-il abandonner toute exigence? Bien sûr que non. Mais plutôt que de voir la nationalité comme une récompense, on pourrait la voir comme une reconnaissance. Une reconnaissance de parcours de vie, d'efforts d'intégration, de participation même silencieuse à la société. Cela voudrait dire reconnaître les efforts réels, même imparfaits, apprécier les engagements concrets comme le bénévolat, la participation citoyenne, les efforts linguistiques, et surtout objectiver les critères, les rendre lisibles, vérifiables et opposables. Une naturalisation refusée ne devrait jamais être un mur silencieux. Elle devrait s'accompagner d'un avis motivé, explicable, permettant à la personne de comprendre, d'avancer et voire de contester la décision. En conclusion, la nationalité française est un lien puissant. Elle ne se résume pas à un statut administratif. Elle symbolise l'appartenance, la confiance mutuelle et l'égalité entre citoyens. Mais si on fait de cette nationalité un trophée réservé à quelques-uns, on en dénature le sens républicain. Alors, posons-nous collectivement la question. Souhaitons-nous une nationalité d'exclusion ou une nationalité d'adhésion? Une nationalité d'élite ou une nationalité de communauté? Merci pour votre écoute. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.